Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, retour sur les grandes lignes du Conseil des ministres tenu hier. Nous revenons notamment, vous allez le voir, sur la conférence d'après-Conseil des ministres en intégralité. L'Agence nationale pour la protection civile, au chevet des sinistrés des inondations du 12 juillet dernier à Lomé, des vivres et des non-vivres leur sont apportés pour un peu de réconfort. Et puis sport, football, c'est le Maroc qui abrite la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. La CAF vient de lui attribuer l'organisation continentale. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Hier, donc, c'était le tout premier conseil des ministres du gouvernement à remanier. Un conseil sous la présidence du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé. Un avant-projet de loi, 2 projets de décret ont été examinés. Le conseil a par ailleurs écouté 3 communications. En autopassage, l'adoption d'un décret qui crée une université à Dacha pour favoriser l'accès des jeunes à une formation de qualité et pour accroître l'intégration des institutions universitaires dans le tissu économique, social et culturel de la région. En fin de journal, nous allons vous proposer l'intégralité de la conférence de presse d'après Conseil des ministres. Mais en attendant, en voici un extrait portant justement sur la création d'une 3e université au Togo. Le chef de l'État a fait le choix d'orienter aujourd'hui sur des filières scientifiques, technologiques et professionnelles. Or, vous savez, Dacha, ça ne vous dit pas quelque chose. La référence, par exemple, dans l'industrie textile, c'est Dacha. Et le gouvernement a pour ambition, entre autres, de remettre cet outil important que nous avions comme industrie textile à jour. La deuxième, c'est géographiquement quand vous repositionnez la ville de Dacha sur la cartographie de notre pays. Et en particulier, quand vous la mettez dans la région centrale, elle est à peu près à quelques kilomètres au sud d'Atapami, vous vous rendez compte que Dacha se trouve presque à équidistance des 4 points cardinaux de la région des plateaux, le long de la nationale. Ce qui fait qu'au fond, en positionnant une université quasiment au centre de la région qui est dédiée pour cela, il est certain qu'elle devient un point de contact de l'ensemble de nos concitoyens vivant dans cette région. Elle est située le long d'une nationale qui va desservir donc le long de notre pays. Vous voyez la colonne vertébrale du Togo, c'est la nationale numéro 1. Ce projet est adossé également à l'idée d'une mutualisation des enseignants, donc du personnel. La situation géographique permet stratégiquement d'amoindrir les coûts et de faire en sorte qu'un professeur qui a cours cette semaine à Dacha puisse faire cours en début de semaine à Lomé, continuer à Dacha et prolonger à Kara. Et voilà donc l'extrait de la conférence de presse d'après Conseil des ministres. Nous reviendrons sur l'intégralité en fin de journal. L'actualité, c'est aussi les journées portes ouvertes ce jeudi sur le réseau des ONG internationales au Togo. En vitrine, leur action, leur contribution au développement est plus en faveur des populations vulnérables. L'ouverture de ces journées portes ouvertes, le récit de Christine Pétikialoulé. Les organisations non gouvernementales internationales œuvrent depuis des années aux côtés du gouvernement dans la lutte pour le bien-être des populations. La santé, l'éducation, la protection des droits des femmes et des enfants, l'eau, l'assainissement sont quelques-uns de leurs domaines d'intervention. L'ensemble de ces ONG internationales regroupées en réseau s'ouvre au grand public. C'est le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe qui, au nom du président de la République Faure Sozimna Gnassingbé, a lancé les activités de la journée portes ouvertes. Le réseau des ONG internationales au Togo, Rongito, veut mieux faire découvrir ses actions et renforcer la synergie entre les membres. Nous avons voulu dialoguer, nous avons voulu ouvrir nos portes pour montrer ce que nous sommes en train de faire en contribution à la belle ambition que la République togolaise a pour ses populations. Nous voulons nous assurer que lorsque nous intervenons dans une zone, nous sommes en cohérence les uns par rapport aux autres, que nous nous adressons les vraies problématiques et nous souhaitons avoir un dialogue structuré avec les autorités togolaises pour nous assurer que nous sommes ensemble comme un seul homme pour pouvoir mettre les populations du Togo dans le confort. Le développement durable inclusif, un vœu cher au président de la République, traduit dans la feuille de route 2025 à travers plusieurs projets et programmes. 62%
des ménages, aujourd'hui, ont accès à l'électricité dans notre pays, avec une forte progression dans la région des savanes, grâce au programme Tinga. Plus de 1000 nouvelles salles de classe sont construites ces 2 dernières années, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Et près de 200 000 écoliers bénéficient aujourd'hui de repas chauds dans les cantines scolaires pour permettre à tous ces enfants d'être scolarisés. Et nous savons qu'il faut encore faire davantage. Plus de 1,3 million de prestations en 2023 dans le cadre du projet OESO visant à garantir la gratuité des soins maternels essentiels pour toutes les femmes enceintes. Et ces résultats seront amplifiés par la construction en cours de 5 hôpitaux mère-enfant dans toutes les régions de notre pays. La construction de la plateforme industrielle d'Adéticopé a favorisé l'installation déjà d'une quinzaine d'usines qui ont créé, après un peu plus de 2 années d'opérationnalisation, des emplois, plus de 3 000 emplois qui sont déjà créés. L'extension de l'assurance maladie à toutes les couches et catégories sociales au Togo, également l'illustration de ces efforts que nous consentons ensemble. Le chef du gouvernement Victoire Toméga Dogbe salue l'engagement et la collaboration de cette plateforme des ONG internationales. Partout sur nos territoires, vous êtes présents, vous êtes actifs, vous êtes très actifs. Et nous sommes témoins de vos actions. Toutefois, des défis majeurs subsistent, notamment en matière d'une meilleure coordination de l'action des organisations non gouvernementales. Victoire Dogbe a également souhaité que cette collaboration avec Rangito se renforce davantage en faveur de l'inclusion sociale pour un Togo prospère et sécurisé. À l'Assemblée nationale, l'agenda ce jeudi, la présidente Yawa Tchegan Djibori s'est entretenue avec 2 personnalités différentes. L'ambassadeur de l'Inde au Togo d'abord, au menu des échanges, la coopération parlementaire entre le Togo et l'Inde. Avec Mme Edith Gringra, 2e personnalité reçue, il a été question d'un projet d'appui au Parlement à la politique inclusive du genre. Sandra Ziabé a recueilli les propos au sortir de ces audiences. I have an opportunity to meet Her Excellency, Honorable President of the National Assembly, is truly a privilege and honor, and I am very delighted with this opportunity. And today's meeting gave us an opportunity to discuss and review various areas of bilateral cooperation and also ways to strengthen parliamentary cooperation between our 2 countries. Donc, c'est un projet qui est financé par le gouvernement du Canada. C'est un projet de 4 ans. Donc, nous travaillons sur la législation inclusive pour le genre et les politiques sensibles. Donc, nous allons travailler avec le Parlement et nous allons travailler également avec la société civile. Donc, c'est de voir comment on peut appuyer le Parlement dans ses objectifs de mise en place de son plan stratégique, de législation qui répondent ou qui sont plus sensibles au genre et comment est-ce qu'on peut collaborer avec les OSC. Donc, c'est un projet qui inclut également le Ghana et le Kenya, ce qui va permettre, bien sûr, de pouvoir échanger, de profiter des échanges avec les autres parlements. Et la suite de cette édition est le ballet ce jeudi des organisations de presse à l'ARAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. 3 organisations, elles ont toutes à leur tête de nouveaux membres élus. Objet de la visite à la HAC, présenter donc les nouveaux membres élus de Douaré. Tour à tour, les responsables des organisations de presse se sont mis d'accord avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour parler le même langage et travailler dans une dynamique de collaboration. D'abord, le nouveau bureau de l'Union des journalistes indépendants du Togo, qui ne cache pas ses ambitions d'œuvrer aux côtés de l'institution pour une presse plus libre et davantage professionnelle. Parmi les points essentiels abordés avec les membres de la HAC,
la maîtrise des tests qui régissent le métier de journalisme au Togo. Le président et tous les membres ont insisté sur la maîtrise et la connaissance des tests qui régissent bien sûr les médias et la communication au Togo. Et on peut remarquer, noter essentiellement que dans toutes les observations faites, on demande aux journalistes de mieux connaître les tests qui définissent le fonctionnement de notre métier au Togo. Le sujet important sur lequel la haute autorité de l'audiovisuel de la communication a également insisté, c'est les questions liées à la vie même, à l'épanouissement des journalistes. Il est très important que tous ces éléments puissent être des sujets importants à traiter au cours de notre mandat et toujours en collaboration avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. La HAC est aussi un partenaire privilégié du patronat de la presse togolaise, PPT. Ces nouveaux membres, élus il y a à peu près un mois, font aussi la prise de contact avec l'institution. Tout comme leurs prédécesseurs, ils veulent aussi préserver les bonnes relations avec la HAC, mais surtout travailler à renforcer la crédibilité de la presse aux yeux de la structure de régulation des médias. En tant que patron, on a besoin des organes de presse professionnels crédibles et qui bénéficient quand même des moyens pour pouvoir faire le travail de façon optimale. La HAC nous a également, à travers ses représentants, nous a prodigué d'utiles conseils pour renforcer ce partenariat-là qui ne ferait que du bien à l'ensemble de la presse togolaise. Sur la liste également, le Conseil national des patrons de presse, CONAP. Des poignées de main, signe d'un début d'entente et d'engagement à relever les défis communs. Le nouveau président du CONAP présente à l'institution les grands enjeux de son mandat. La HAC nous a écoutés par rapport à notre ambition de faire en sorte que les entreprises de presse soient viables, soient productives et fassent des bénéfices, parce qu'aujourd'hui il s'agit d'entreprises, il ne s'agit plus d'organes de presse. Et nous avons eu des échanges fructueux sur certains programmes et certains projets, notamment le programme triennal d'accompagnement des médias ou des membres du CONAP vers la diversification de nos activités. Sur le plan politique, il y a des échéances électorales qui s'annoncent. Et en parlant des besoins de la presse, nous attendons un appui de l'État à toute la presse en général pour pouvoir accompagner ce processus-là. Et sur ces questions-là, nous avons eu aussi des échanges avec la HAC qui a déjà amorcé des formalités au niveau du gouvernement. Pour le président de la HAC, Pitalunani Telou, la presse togolaise est passée d'une presse de combat à une presse professionnelle et c'est un acquis à préserver. Il félicite ces différentes organisations pour leur travail aux côtés de la HAC pour une presse plus épanouie. Aujourd'hui, 28 septembre, eh bien, c'est la journée mondiale de la mer. Une rencontre de sensibilisation marque l'événement chez nous au Togo. 50e anniversaire donc de la convention MARPOL. À l'initiative, le Haut Conseil pour la mer qui appelle, vous allez l'entendre, à prévenir la pollution du milieu marin. Les précisions avec Yatar Atem. Le secteur des transports maritimes assure plus de 80% du commerce mondial. Malheureusement, les océans sont très souvent exposés à la pollution. Il faut agir pour prévenir la pollution du milieu marin par les navires. La convention MARPOL voit le jour. 50 ans après MARPOL et dans le contexte de la journée mondiale des mers, l'engagement continue. Les catastrophes, elles ne préviennent pas et leur ampleur ne sont pas définies par avance et aucun pays au monde, quelle que soit sa puissance et sa souveraineté, ne peut nous dire aujourd'hui qu'en cas de catastrophe, il peut intervenir de façon efficace et sans avoir recours à qui que ce soit pour régler le problème. Nous avons déjà parlé de l'action de l'État en mer. L'ONAM est sous la présidence, le Haut Conseil, la préfecture maritime. Quand vous prenez le port autonome de Lomé, il y a des infrastructures au port qui sont spécialement destinées aux questions de lutte contre la pollution, pas forcément pour le commerce. Le déversement d'hydrocarbures causé par le Torrey Canyon en 1967, la plus grande catastrophe de ce type à l'époque, a été l'un des moments clés qui ont conduit à l'élaboration de la convention MARPOL.
Le Togo a ratifié la convention et participe aux différentes négociations sur le milieu marin. Par la vision éclairée de son Excellence, M. Faure Essouzimna Gnassingbé, le Togo, outre les ratifications, a pris des mesures concrètes, au nombre desquelles on peut citer l'adoption de la loi cadre sur l'environnement, du code de la marine marchande, de la loi sur l'aménagement et la mise en valeur du littoral, l'équipement du port autonome de Lomé en barrage flottant pour lutter contre les pollutions des hydrocarbures, la sécurisation des eaux maritimes togolaises et la redynamisation du cadre institutionnel par la création en 2014 de l'Organisation nationale chargée de l'action de l'État en mer, dont le Haut Conseil pour la mer est le bras opérationnel, et la création en 2020 du ministère chargé de l'économie maritime qui travaille en synergie avec le ministère de l'Environnement pour répondre aux préoccupations de valorisation, de préservation et de protection du milieu marin. Je ne saurais oublier la prise en compte de ce secteur dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Selon le ministre conseiller Stanislas Bamouni Baba, la convention Marpol a eu des répercussions sur le milieu marin. C'était le 12 juillet dernier. La date ne vous dit peut-être plus grand-chose. Eh bien, ce jour-là, une grosse pluie s'est abattue sur Lomé et ses environs. Certains quartiers inondés, leurs résidents jetés dans le désarroi. Sensibles, eh bien, le gouvernement a volé à leur secours. L'NPC vient de leur apporter des vivres et des non-vivres. Opération dans Golfe 6 à Baguida, également touchée. Le récit, Clarisse Aticlé. Ces hommes et femmes sont les victimes des inondations causées par les pluies diluviennes du 12 juillet 2023. Le gouvernement, à travers l'Agence nationale de la protection civile, les appuie en vivres et non-vivres afin de les soulager. Les populations de la commune Golfe 6, où l'opération de distribution est officiellement lancée, sont reconnaissantes au gouvernement. On est très contents de recevoir ces dons. Je les remercie premièrement M. Faure Essouzimna Gnassingbé de se rappeler de notre situation. 1040 ménages pour 6428 sinistrés ont été enregistrés dans le Grand Lomé. Cette assistance humanitaire est le fruit d'un multipartenariat. Elle est évaluée à 80 millions de francs CFA, dont une contribution de 11 millions de francs CFA par l'OCDI. La ministre de l'Action sociale a saisi cette occasion pour appeler les bénéficiaires à bien choisir leur lieu d'habitation. Nous devons lutter contre la déforestation en plantant les arbres. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est aussi d'éviter de construire dans des zones inondables. Et les vendeurs aussi ne vendaient pas les zones marécageuses pour éviter que les populations n'y construisent. Nous pouvons éviter certaines situations. Ces propos de la ministre de l'Action sociale sont renchéris par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il a réitéré la compassion du gouvernement vis-à-vis des sinistrés. Le gouvernement s'est toujours montré solidaire de nos concitoyens victimes de ces intempéries. Les différents acteurs de l'Agence nationale de protection civile qui sont venus vous voir sur instruction du gouvernement et pour s'enquérir des difficultés que vous vivez à l'époque. Permettez-moi également de saluer le travail ardu réalisé par les acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes, constamment présents sur le terrain afin d'apporter secours et assistance aux communautés vulnérables. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer toute la compassion du gouvernement, avec à sa tête Madame le Premier ministre, qui promet toujours de rester
à vos côtés face à toutes les situations qui pourraient survenir, malgré nos actions de précaution et de prévention. L'opération d'assistance humanitaire se tient sur 7 sites au total dans le Grand Lomé, qui inclut les communes des préfectures du Golfe et d'Aguenivé. À signaler aussi dans l'actualité ce soir le lancement officiel du Carrefour des jeunes, étape Grand Lomé, partenaire de l'opération, le ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. 5 jours d'activité avec comme centre d'intérêt l'entrepreneuriat des jeunes. Maukouarianor avec Yatar Atem. Bienvenue au Carrefour des jeunes, où les rêves des jeunes entrepreneurs prennent vie. Après l'étape de la région de la Kara, la région centrale et la région des plateaux, le Carrefour des jeunes ouvre ses portes dans le Grand Lomé. Au lancement officiel des activités ici, à la Maison des jeunes d'Amandaromé, les responsables et les représentants des sociétés et institutions ont échangé sur la thématique de l'entrepreneuriat des jeunes. Le cabinet Yilim, à travers ce projet, veut promouvoir et renforcer les jeunes entrepreneurs dans la gestion de leurs entreprises, dans le but d'investir davantage et de soutenir financièrement l'engagement des jeunes à l'initiative privée. Aujourd'hui, la création d'entreprise n'est plus un défi au Togo parce qu'il est très facile de créer son entreprise et le climat des affaires de plus en plus s'améliore. Le grand défi aujourd'hui, c'est la gestion, la viabilisation de nos entreprises. On dit souvent l'information, c'est le pouvoir, mais beaucoup plus, les concernés que sont les entrepreneurs ont une responsabilité. L'entrepreneuriat ne peut s'improviser. Il faudrait apprendre à mieux gérer ces entreprises, il faudrait apprendre à s'organiser afin d'inspirer confiance aux banques et à d'autres partenaires qui pourront accompagner les initiatives. Ce rendez-vous est une opportunité pour les jeunes de s'affirmer et de développer leurs compétences. La jeunesse, moteur du développement et relève de la nation, doit faire de l'entrepreneuriat un moyen efficace pour réduire le chômage et renforcer l'économie du pays. Nous avons déjà participé au Carrefour des jeunes entrepreneurs par le passé. Nous avons eu même à bénéficier d'une ouverture de compte d'entreprise avec EcoBank. Donc pour cette édition, nous sommes encore venus présenter nos services d'événementiel. C'est une opportunité à ne pas rater. Les autorités compétentes ont exhorté les jeunes à plus d'ardeur et de sérieux dans l'exercice de leur profession. Le gouvernement qui œuvre depuis toujours pour l'émergence des jeunes promet un accompagnement à long terme du projet pour un développement durable. Le cabinet Yilim est en partenariat avec les institutions privées et publiques, à savoir l'Office togolais des recettes, Sunu Group, EcoBank, Fayège, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, entre autres. Il est 20h23. L'actualité à l'étranger, tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso. Et c'est ce qu'a affirmé hier mercredi soir le gouvernement dans un communiqué lu à la télévision nationale. Et ce jeudi, le parquet militaire indique avoir ouvert, je cite, une enquête circonstanciée sur la base des dénonciations dignes de foi faisant état de complot. Conséquence, 4 officiers ont été interpellés et 2 sont activement recherchés. À quoi ressemblerait la voiture du futur? À cette question, beaucoup répondent un engin confortable bien sûr, mais surtout totalement assisté, pas de chauffeur. Voilà qui simplifierait la vie à beaucoup. À San Francisco en Californie, 600 taxis testent l'innovation. Mais faut-il avoir peur des robots? Eh bien regardez ce reportage et vous ferez vous-même votre propre opinion. Tout commence par une application, tout ce qu'il y a de plus classique sur votre téléphone. La course est commandée, le taxi se présente quelques minutes plus tard. C'est parti, 16 caméras, toutes sortes de capteurs sur le toit et mes initiales qui sont là pour dire que c'est réservé. Je ne sais pas s'il faut dire bonjour, bonjour. Petite musique d'ascenseur, atmosphère très apaisée. Et quand vous êtes prêt, donc, un petit écran qui se situe juste devant vous pour commencer la course. C'est parti. Hello, from Waymo. L'expérience débute par les consignes de sécurité. Avec cette course, vous êtes projeté dans le futur, mais ça ne vous exempte pas de boucler votre ceinture. Il est également rappelé de ne toucher ni le volant ni les pédales. La voiture respecte les limitations, mais toujours son clignotant, et peut détecter, comme ici, un passant qui se décide à traverser même tardivement.
Mais dans une montée, ça se complique derrière ces vélos. On va voir s'il essaye de les doubler ou pas. Le robotaxi n'interprète pas ce signe de la main du cycliste qui l'invite à passer. Et là, on sent qu'il est un petit peu embêté quand même. Beaucoup d'informations à gérer en même temps. Les voitures qui arrivent en face. Mais il finit tout de même par se décider. Tant pis s'il faut couper la double ligne jaune, soyons honnêtes, nous aurions peut-être fait pareil. Un peu plus loin, autre situation complexe et gros coup de frein. Oui, il s'est fait une petite frayeur là. Ouais. Il y avait les motos, il y avait les piétons. Il a freiné un peu sans raison quand même. Mais on ne va tout de même pas lui reprocher d'être trop prudent. Vous êtes arrivé, faites attention au moment de descendre. Eh bien, nous voici arrivés au magnifique Golden Gate Bridge à destination. Ça s'est très bien passé pour nous, mais vous allez voir que ça n'est pas toujours le cas et que ces robotaxis, eh bien, ils font débat ici à San Francisco. Sur les réseaux sociaux, pas un jour ou presque sans qu'un incident soit signalé. Encore une de ces satanées voitures qui bloquent la rue en bas. Ce robotaxi n'a pas détecté les travaux devant lui et s'est retrouvé les 4 roues dans le béton fraîchement coulé. Si certaines situations prêtent à sourire, d'autres sont plus inquiétantes, comme cet accident avec un véhicule d'urgence qui a provoqué la colère des pompiers. Alors, des activistes ont lancé l'opération Licorne, en inhibant les voitures à l'aide de simples plots placés sur le capot. D'autres exprimant leur mécontentement de façon beaucoup plus radicale. Ces robots sont moins chers qu'un VTC ou un taxi, mais font-ils plus ou moins d'erreurs que les conducteurs humains ? Le problème, estiment les experts, c'est qu'il n'y a pour l'heure pas assez de données pour se prononcer. Les sociétés de robotaxis sont très réticentes à communiquer. Personne n'aime laver son linge sale en public. Il faut les obliger à publier des données précises sur les incidents qui sont répertoriés. Les sociétés concernées soulignent en revanche qu'il n'y a eu aucun mort ni aucun blessé grave sur le premier million de kilomètres parcourus par leur véhicule. La preuve, disent-elles, que les robotaxis sont plus sûrs au volant que vous et moi et qu'ils ont un avenir au cœur de nos grandes villes. Et voilà, donc monter à bord d'une voiture sans chauffeur, c'est à vous de voir. Du football aussi, dans cette édition CAN 2025, la CAF attribue l'organisation au Maroc. Le royaume saoudien bénéficie du retrait de l'Algérie, de la Zambie et une candidature commune, Nigeria-Bénin. On va suivre donc le sujet. Le Maroc va organiser la CAN pour la première fois depuis 1988. Le royaume avait été désigné pour l'édition 2015 avant de demander un report à cause de la propagation du virus Ebola. Mais la CAF avait finalement décidé de lui retirer cette attribution. Cette année, le pays a bénéficié du retrait de l'Algérie, de la Zambie et d'une candidature commune du Nigeria et du Bénin. Il était question de favoriser le Maroc en tant que pays africain candidat pour la Coupe du Monde 2030. Donc, la décision qui a été prise aujourd'hui fait suite également au retrait des autres pays des discussions qui décident eux aussi de se concentrer sur l'unité africaine, le développement et la croissance africaine. La CAN 2025 sera donc organisée par le Maroc. Pouvons-nous applaudir le Maroc, s'il vous plaît? Quant à la CAN 2027, elle se tiendra au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. L'Égypte et le Sénégal avaient aussi postulé. Parmi les critères qui ont pesé dans le choix de l'Afrique de l'Est, la CAN ne doit pas se dérouler 2 fois de suite dans la même région, sauf exception. Le président de la Fédération kenyane de football n'a pas caché sa joie. C'est fantastique. L'Afrique de l'Est n'a pas accueilli la Coupe d'Afrique depuis 1976. Je n'étais même pas née. Maintenant, nous avons une grande responsabilité, un gros travail pour convaincre la CAF d'amener la CAN en Afrique de l'Est en 2027. Pour être au rendez-vous de la compétition dans pratiquement 4 ans, les 3 pays doivent fournir des infrastructures au standard très élevé, a fait remarquer le président Patrice Motsepe. Loin d'être une inquiétude pour Nick Mwendwa, c'est l'occasion pour ces pays de travailler au développement des stades. Je ne pense pas que ce soit difficile, je pense que c'est plus simple pour nous parce que ce sera 2 groupes pour chaque pays, c'est plus facile. C'est 1 heure en avion Kampala Dar es Salaam, donc c'est comme un pays.
La Russie est 4 fois plus grande que le Kenya et ils ont eu la Coupe du Monde en 2018. Je pense que nous avons ce qu'il faut pour le faire et nous avons la bonne intégration pour le faire. La CAN 2027 avec la désignation du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie se jouera pour la première fois en Afrique de l'Est depuis l'édition 1976 en Éthiopie. Dans le reste de l'actualité, un communiqué et puis l'intégralité de la conférence de presse d'après Conseil des ministres comme promis. D'abord le communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. 2 épidémies de dengue et de chikungunya ont été enregistrées dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces 2 fièvres virales hémorragiques sont de plus en plus récurrentes en Afrique de l'Ouest. Elles se transmettent par des piqûres de moustiques. Et ces maladies se manifestent par des signes non spécifiques, fièvre, faiblesse intense, céphalée, douleurs articulaires et ou musculaires, nausées, vomissements, éruptions cutanées, etc. Ces signes peuvent s'accompagner ou non de saignements avec des complications graves sur la santé. Et face à cette situation, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a pris des dispositions, entre autres, maintenir un niveau d'alerte élevé en vue d'assurer la détection précoce et la notification des cas, renforcer la surveillance au point d'entrée, organiser la prise en charge d'éventuels cas, sensibiliser la population sur des mesures préventives et la conduite à tenir devant les signes de suspicion. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique invite les populations à adopter des mesures de lutte anti-vectorielle pour réduire les risques de contracter ces maladies. Il s'agit de éviter des piqûres de moustiques en dormant sous moustiquaires imprégnés, en portant des vêtements qui couvrent autant que possible tout le corps, éliminer les déchets solides, détruire les gîtes lavaires contenus dans les boîtes de conserve, les ustensiles de cuisine jetés à l'intérieur et autour de nos maisons, assainir régulièrement notre environnement. Devant toute suspicion, informer le personnel du centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. Ces maladies peuvent être guéries et si elles sont détectées et prises en charge précocement dans un centre de santé. Le ministre en charge de la Santé compte sur le civisme de tous dans la lutte contre ces maladies. Communiqué signé donc du ministre professeur Moustapha Midiawa. Comme promis, annoncé, voici maintenant l'intégralité de la conférence de presse d'après Conseil des ministres tenu hier. Le ministre secrétaire général du gouvernement répond aux questions de nos confrères. Jacques Diakouté, directeur des programmes de la radio de l'Évangile. Monsieur le ministre, dites-nous les raisons qui ont motivé la rectification de la loi de finances exercice 2023. Je vous remercie. Vous avez, au mois de décembre de chaque année, notre pays adopte une loi de finances pour l'année suivante. Donc pour l'année 2023, en décembre, dans la période octobre-décembre, le Parlement examine le projet de loi de finances, donc le budget de l'État, qui est soumis par le gouvernement et qui est une prévision des dépenses, en même temps qu'une prévision des recettes, donc capacité à mobiliser des ressources. Ces dépenses sont fixées sur un certain nombre de priorités, d'activités, d'acquisition de biens et services, de projets qui sont planifiés pour être exécutés pendant l'année. Alors, si vous vous rappelez qu'au premier trimestre déjà, le ministre de l'économie et des finances, compte tenu du contexte international, régional que nous vivons quasiment depuis 2022, avait fait une présentation en Conseil des ministres d'une communication sur la situation économique et financière de notre pays, mais dans ce contexte global. Et vous vous rappelez, 2022, c'est une bonne indication. Nous sortions de la fin de Covid. Nous avons également la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui avait commencé et qui avait tendu notamment les coûts du fret, le transport international de marchandises, ce qui s'est impacté sur l'ensemble des prix. Et chacun de nous, comme nos compatriotes, vous-même vous avez pu le constater, qu'il y avait eu une flambée des prix. Donc cet ensemble a fait que la situation qui a été décrite au premier trimestre par le ministre de l'économie et des finances avait déjà annoncé que nous devions réviser nos ambitions dans la période 2023 et en revoyant la rectification de notre budget tant en mobilisation de recettes que les dépenses que nous avions initialement prévues. À la fin du mois de juillet de cette année 2023, le ministre a fait une revue complète des dépenses de l'État, ministère par ministère, institution par institution, administration par administration.
Et tous les nouveaux projets qui étaient prévus pour se dérouler dans l'année 2023, qui n'avaient pas commencé à la fin du mois de juillet, naturellement, il fallait annuler les crédits et les reporter sur d'autres priorités. Puisque si un projet était prévu pour être développé sur 12 mois et qu'au bout de 7 mois, il n'avait pas démarré encore, il est évident, je crois que nous tous nous pouvons faire le constat, que dans les 5 mois de l'année qui restaient, il est évident que ce projet ne pouvait pas être commencé, conduit et achevé. Donc la loi de finances rectificative avait besoin de reprendre en main les crédits qui étaient affectés initialement à ces projets qui n'ont pas démarré pour les redéployer sur les priorités, d'autres priorités nationales. La deuxième démarche a consisté à regarder dans les administrations quelles sont les capacités de consommation d'ici, donc du mois d'août à fin décembre, sur l'exercice budgétaire, des crédits qui avaient été accordés à certaines administrations pour diverses activités. Et une évaluation a permis de voir quels sont les projets qui ont commencé, où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils sont capables d'être achevés dans les délais. S'ils ne sont pas capables d'être achevés dans les délais, évidemment, ces crédits, il ne fallait pas les perdre à la fin de l'année, il fallait les récupérer et les redéployer sur de nouvelles priorités. Un exemple, si vous avez à acquérir des biens qui nécessitaient par exemple une procédure d'appel d'offres internationale, par exemple, nous savons que la procédure peut durer plus de 7 ou 8 mois pour être jusqu'à la livraison. À 5 mois de la fin de l'année, vous ne pouvez pas atteindre cet objectif. Et donc, la loi de finances rectificative a donc fait cet exercice à récupérer pour à peu près de 20 milliards à peu près d'exercices qui ont été redéployés sur de nouvelles priorités, de sorte à permettre à nos compatriotes de pouvoir en jouir avant la fin de l'année. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Ramdan Bassina de la télévision togolaise. Dites-nous quels sont alors les secteurs qui seront impactés par cette loi de finances rectificative exercice 2023. Alors, il ne vous a pas échappé que notre pays, comme la sous-région, vit dans un contexte tendu de sécurité. Naturellement, les économies qui ont été effectuées par cette rectification des financements et des prévisions initiales de l'exercice budgétaire ont été d'abord déployées, une part pour renforcer nos capacités de défense et de sécurité face à la menace terroriste, et ensuite des secteurs sociaux importants comme la santé, par exemple la réhabilitation du CHU Campus de Lomé, du CHU de Kara par exemple, sont prioritaires sur le déploiement de ces nouveaux financements. Et puis vous avez l'accessibilité de notre pays. Vous avez vu, nous sommes en période de pluie, avec le changement climatique, on a des pluies qui continuent, on a des ouvrages qui se dégradent, on a des routes qui sont en difficulté. Et c'est en ce moment-là qu'une part de nos paysans doivent rapatrier les récoltes nécessaires pour leur permettre de pouvoir accéder au marché. Donc, la réfection des pistes rurales, la réfection des routes, des ponts qui ont été endommagés est également prioritaire. Donc, ce secteur, sécurité, santé, désenclavement, plus d'autres secteurs prioritaires qui sont en lien avec les 3 axes de la feuille de route, ont été les bénéficiaires de ce redéploiement des finances qui ont été économisées sur les autres secteurs qui n'ont pas pu les utiliser. Bonjour, Monsieur le ministre. Joachim Loko, Dunia Le Monde Magazine Panafricain Matinée International. Monsieur le ministre, donnez-nous d'amples explications sur le code de procédure administrative. Alors, le code de procédure administrative qui a fait l'objet d'un examen au Conseil des ministres ce matin vient compléter la nouvelle organisation judiciaire qui a été adoptée en 2019. Je voudrais rappeler que notre pays a une organisation judiciaire qui comporte une Cour suprême, des cours d'appel et des tribunaux. Et jusqu'à maintenant, vous aviez une chambre administrative auprès de la Cour suprême à Lomé qui, elle, s'occupe, par exemple, de ce qu'on appelle le recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire lorsque vous avez besoin de contester un acte administratif, l'arrêté d'un maire, un décret, une décision qui a été prise à votre encontre, c'est la seule chambre qui était capable de le faire. Donc, que vous soyez à Dapaon, à Tapamé ou à Palimé, vous devez revenir à Lomé pour pouvoir le faire. Ce qui a créé une distance entre la justice administrative et le citoyen. La deuxième chose, si vous aviez des contrats de travaux avec l'administration, un marché public, dans l'exécution avec des problèmes, vous ne pouvez aller que devant les cours d'appel qui possédaient une chambre administrative, à Kara et à Lomé pour l'instant. Et donc, en 2019, le chef de l'État a demandé que ces juridictions soient rapprochées des citoyens pour éviter que quelqu'un quitte Dapaon pour venir à Lomé pour une action. Et donc, dans la nouvelle organisation, il a été créé des chambres administratives auprès des tribunaux de grande instance dans chaque région économique du Togo. Ces juridictions de proximité, plus les cours d'appel, plus la Cour suprême, permettent un meilleur maillage de notre pays et une proximité de la justice vis-à-vis des citoyens. Alors, pour faciliter la saisine, il faut toujours ce qu'on appelle une procédure. Comment on saisit le juge? Comment la décision est rendue? Et donc, le nouveau code vient
permettre aux citoyens de saisir facilement ces nouvelles juridictions. Il y avait un ancien code de 1981 qui réglait le problème. Mais encore une fois, 1981, ce n'est pas 2023, puisque entre-temps, nous avions eu la décentralisation. Et aujourd'hui, même le contrôle des actes des collectivités, les problèmes qui peuvent se poser au niveau des mairies, des communes, ne peuvent plus remonter jusqu'à Lomé compte tenu de l'éloignement. Le code de procédure qui a été adopté permet donc à la décentralisation de fonctionner plus rapidement, à nos concitoyens de voir leurs problèmes réglés très rapidement par la justice administrative, qui a l'avantage d'être plus courte que la justice judiciaire. Et surtout, elle est sans frais. Cette juridiction-là ne demande pas forcément un avocat. Une simple lettre adressée au juge dans les bonnes formes vous permet simplement de pouvoir accéder au juge et il n'y a pas de frais de justice normalement. Donc, avec ce nouveau code, nous devions pouvoir accélérer la vie quotidienne de nos compatriotes, améliorer leur saisine du juge et faire en sorte que leurs droits soient constatés. À l'inverse, ça permet également à l'État de préserver ses intérêts parce qu'il y a un juge spécial. L'État agit par la puissance publique. Le juge ordinaire que nous connaissons ne traite pas par la puissance publique. Donc, le juge administratif est un juge spécialisé de l'État. Ça permet aussi à l'État d'avoir un juge qui connaît comment l'administration fonctionne et qui peut répondre à la fois aux citoyens, mais également à l'administration publique. Monsieur le ministre, vous avez bien fait de faire le lien sur le code de 1981. Parlez-nous un peu maintenant des domaines d'application de ce code de procédure. Alors, le code de procédure administrative s'applique à peu près à tous les domaines de la vie administrative, que ce soit pour des questions de fonction publique. Un fonctionnaire qui considère qu'il y a des erreurs sur sa carrière et que l'administration ne veut pas la corriger, il peut saisir le juge pour demander un redressement de sa situation. Un fonctionnaire qui considère qu'il a été muté ou qu'une décision le concernant n'a pas été prise de façon légale peut contester cela. Dans le domaine du foncier, donc de la domanialité publique, les réserves de l'État, les propriétés privées des uns et des autres, les dédommagements. Dans le domaine du contrat, j'ai parlé tout à l'heure des marchés, la passation des marchés. Il y a, c'est vrai, un comité de règlement des différends au niveau de l'ARCOP, de l'autorité de régulation de la commande publique, mais il y a des actes contractuels qui peuvent également relever de ces juridictions administratives et le code de procédure permet de couvrir l'ensemble des domaines d'intervention de l'administration, autant au bénéfice des usagers que de l'administration elle-même. Monsieur le ministre, il s'agit aussi de la gestion des centres agréés. Qu'est-ce que c'est concrètement, ces centres agréés? Alors peut-être qu'il faut rappeler 2 ou 3 politiques récentes. Il vous souvient, je crois, à la fin de l'année dernière, le chef de l'État avait décidé de faire établir ce qu'on appelait une charte des TPME, des très petites et moyennes entreprises. C'est à peu près, si vous voulez, tous les petits commerces de voisinage que nous avons, des petites boutiques que nous avons, des ouvriers, des artisans que nous avons qui travaillent dans les quartiers, qui n'ont pas de très grandes entreprises et qui participent fondamentalement à la vie économique. Toutes ces personnes qui, pour la plupart, relevaient du secteur informel. Nous avions lancé une politique de régularisation de ces personnes pour qu'elles puissent être formalisées. Mais vous savez, quand vous formalisez, il y a un certain nombre de procédures administratives qu'il faut suivre. Comment déclarer ses revenus? Comment les impôts fonctionnent? Comment le personnel que vous embauchez, comment il est traité? Quand il y a des contestations de ses droits, qui vous conseille? Et cette machine peut faire peur à un jeune entrepreneur. Alors le président de la République a réfléchi et a dit qu'il y avait une directive de l'UEMOA. Déjà en 2004, nous avions fait une première expérimentation à partir de 2014 avec la création d'un centre de gestion agréé qui était placé auprès de la CCI Togo, donc la Chambre de commerce. Et nous avons vu qu'il y avait quand même un attrait. Et cette chambre avait pour but principal de pouvoir offrir à ces jeunes entrepreneurs tous ces services-là. C'est-à-dire un expert comptable presque gratuitement. Vous n'avez pas grand-chose à payer pour accéder. Or, si vous devez le prendre à vos propres frais, évidemment, ça vous coûte très cher de payer les services d'un expert comptable. Si vous avez besoin d'un juriste pour vous conseiller parce que vous avez un ouvrier avec lequel vous avez des conflits, si vous devez prendre un avocat, ça vous coûte très cher, vous êtes une petite entreprise. Donc, les centres de gestion agréés offrent tous ces services d'accompagnement à nos compatriotes qui sont dans l'entreprise, dans l'artisanat, dans la culture. Tous ceux qui montent en grade deviennent des moyennes entreprises pour leur faciliter le coût de gestion quotidien de leurs entreprises
et puis les aider à être en conformité avec les lois et règlements sans avoir à payer énormément de leur poche ou à subir des charges importantes. Donc, il faudra adhérer à ces centres qui sont mis en place, qui fédèrent l'ensemble des services qui peuvent être offerts à une entreprise, à une jeune entreprise, et de sorte à ce que vous amoindrissiez les coûts, que cela vous aiderait si vous deviez vous-même prendre en charge individuellement un certain nombre de charges. Ce sont des structures d'accompagnement de l'économie, et notamment des petites, des moyennes entreprises et industries dans notre pays. Monsieur le ministre, est-ce que l'État arrive à mesurer un peu l'impact de ces centres-là sur l'économie togolaise et comment aider effectivement ces centres-là, parce que le constat est fait aujourd'hui que la plupart de ces centres-là sont souvent envahis par les impôts et qui ferment à tout vent. Et quel apport l'État peut effectivement apporter à ces centres-là? Alors, c'est précisément ce genre de problème que ces centres vont résoudre. Pourquoi on pense que les impôts envahissent? C'est parce qu'on ne sait pas comment présenter les états financiers à un service fiscal. Et quand ils font les redressements, parce qu'on n'est peut-être pas spécialiste du domaine, naturellement, les impôts redressent. Or, si vous aviez l'accompagnement d'un spécialiste, gratuitement, qui vous indique, vous aide, vous tient la main pour remplir vos formulaires, évidemment, vous n'avez pas ce problème avec les impôts. La deuxième chose, c'est que ceux qui adhèrent à ces services vont pouvoir bénéficier, cela a déjà été inscrit dans la loi, de facilités fiscales, et notamment d'accompagnement, en formation, en connaissance du droit, etc. Mais plus encore, ces personnes auront des marges réservées sur l'accès au marché public de l'État, parce qu'elles sont formalisées, elles ont un accompagnement de l'État, nous pouvons les reconnaître et puis savoir que ce sont des personnes qui sont honnêtes, qui peuvent participer aux procédures et qui ont surtout l'expertise du centre pour les accompagner. Aujourd'hui, si on vous demande de faire une offre technique, une offre technique et une offre financière sur un marché qui vous intéresse, il y a beaucoup de chances que vous fassiez beaucoup d'erreurs parce que ce n'est pas votre métier. Le centre va pouvoir vous aider à pouvoir être compétitif sur l'économie. Et vous savez, ce secteur, contrairement à ce qu'on pense, si nous voulons le formaliser, c'est parce qu'ils sont extrêmement contributeurs à l'économie nationale. Toutes ces petites gens dans les quartiers apportent beaucoup à notre économie. Et l'État gagne à les accompagner. Et les centres de gestion agréés sont un outil d'accompagnement mis en place par le chef de l'État pour cela. Monsieur le ministre, sur le projet de décret portant création d'une université à Dacha, dites-nous ce qui motive le choix de Dacha pour abriter une troisième université au Togo. Alors déjà, le besoin d'une troisième université au Togo. Le Togo a 5 régions économiques aujourd'hui. Pendant longtemps, depuis les années 70, nous avions eu l'université de Lomé. À partir de 1999, l'université de Kara a été créée en plus. Et nous avons vu l'impact que cela a eu sur la vie de nos concitoyens. Tous ceux qui habitaient l'intérieur du pays n'ont plus forcément besoin de venir à Lomé, avec tout ce que cela implique en prise en charge pour les parents, déplacement, hébergement, financement, etc. Ils peuvent donc localement participer à des études supérieures sans forcément faire des kilomètres pour cela. À l'inverse, l'université de Kara a montré son attractivité aussi pour ceux de Lomé, qui vont à Kara régulièrement et qui permettent un échange culturel avec d'autres concitoyens. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a un vrai brassage universitaire dans notre pays. Mais quand vous regardez les effectifs universitaires aujourd'hui, vous avez un vrai foyer de bacheliers qui émergent de la région des plateaux. Vous en avez aussi dans la région centrale et dans la région des savanes. Mais d'un point de vue numérique, le nombre de bacheliers nouveaux que nous avons dans la région des plateaux nécessite qu'on puisse rapprocher une université de nos frères et sœurs qui ont le bac dans cette région. En plus, nous avons fait le choix, le chef de l'État a fait le choix d'orienter aujourd'hui sur des filières scientifiques, technologiques et professionnelles. Or, vous savez, Dacha, ça ne vous dit pas quelque chose. La référence, par exemple, dans l'industrie textile, c'est Dacha. Et le gouvernement a pour ambition, entre autres, de remettre cet outil important que nous avions comme industrie textile à jour. La deuxième, c'est géographiquement quand vous repositionnez la ville de Dacha sur la cartographie de notre pays. Et en particulier quand vous la mettez dans la région centrale, elle est à peu près à quelques kilomètres au sud d'Atapami, vous vous rendez compte que Dacha se trouve presque à équidistance des 4 points cardinaux de la région des plateaux, le long de la nationale. Ce qui fait qu'au fond, en positionnant une université quasiment au centre de la région qui est dédiée pour cela, il est certain qu'elle devient un point de contact de l'ensemble de nos concitoyens vivant dans cette région. Elle est située
le long d'une nationale qui va desservir donc le long de notre pays. Vous voyez la colonne vertébrale du Togo, c'est la nationale numéro 1. Ce projet est adossé également à l'idée d'une mutualisation des enseignants, donc du personnel. La situation géographique permet stratégiquement d'amoindrir les coûts et de faire en sorte qu'un professeur qui a cours cette semaine à Dacha puisse faire cours en début de semaine à Lomé, continuer à Dacha et prolonger à Kara, sans avoir à faire des détours importants pour pouvoir atteindre une université. Donc, la situation géographique de la ville de Dacha a facilité le choix de cette ville et puis, bien évidemment, son parcours historique également aspire à ce qu'elle soit choisie pour pouvoir abriter cette 3e université. Mais je voudrais vous rassurer, le chef de l'État a encore beaucoup de surprises dans sa poche. Et donc, nous aurons des centres universitaires, des universités, progressivement dans les autres régions, au fur et à mesure que les besoins s'exprimeront. C'est la vision du président de la République sur l'enseignement supérieur. Et justement, Monsieur le ministre, la rentrée scolaire 2023-2024, c'est depuis ce lundi. Pouvez-vous nous faire un petit point sur cette rentrée au Togo? Alors, la rentrée scolaire qui vient de commencer s'inscrit dans ce qui a déjà commencé l'année précédente, dans une année avec beaucoup d'optimisme pour les parents, beaucoup d'optimisme pour les acteurs de l'éducation et beaucoup d'optimisme pour nos enfants. Nous avions connu une année passée qui s'est déroulée dans le calme. Nous avions des succès importants et des résultats qui ont fait le bonheur de tout le monde. L'idée pour cette année, c'est de maintenir le cap. Toujours un secteur éducatif paisible, avec des résultats à la clé et des enfants qui, de plus en plus, s'efforcent à obtenir les meilleurs résultats. Nous avons parlé de l'université de Dacha aujourd'hui, et faire en sorte que ces enfants tous aspirent à des études supérieures dans le domaine technologique, professionnel, etc. Et donc, l'année est placée sous de bons auspices. Vous avez vu que, comme de tradition, le gouvernement a eu des délégations dans toutes les régions pour s'assurer du bon démarrage de l'année. Les retours sont excellents. La rentrée a bien commencé. Le message du président de la République à l'égard du monde éducatif pour cette rentrée, c'est de maintenir le même cap, de faire en sorte que nous ayons une année excellente et que le gouvernement tiendra toujours ses engagements tels qu'il les a fait au moins pour l'année passée. Tout s'est bien déroulé. Nous poursuivrons dans le même chemin, dans le dialogue entre acteurs éducatifs et gouvernement et parents d'élèves, de sorte que nos enfants puissent être les gagnants à la fin de cette année. Oui, parlant de la rentrée, Monsieur le ministre, il est vrai que le gouvernement a introduit l'anglais, mais l'autre aspect qui constitue un peu le goût amer pour les parents d'élèves, c'est la fermeture du lycée du 2 février. Pourquoi l'État a attendu le début de la rentrée pour fermer alors que l'État avait tout le temps pendant les vacances pour rénover effectivement le lycée du 2 février? Alors, vous avez parlé de l'introduction à titre pilote de l'anglais cette année. Je pense, vous-même, M. Diakouti et moi, nous aurions bien aimé, dans notre génération, avoir fait de l'anglais déjà au cours primaire. Je pense qu'aujourd'hui, on serait bien meilleur dans beaucoup de secteurs, en tout cas pour ce qui concerne les échanges avec l'international. Et nos enfants ont aujourd'hui historiquement la chance de pouvoir avoir un mode éducatif qui les associe tout de suite à la compétition internationale future. Ce sont des compétences pour le Togo, ce sont des compétences aussi pour l'international. Aujourd'hui, le Togo est membre du Commonwealth. Donc, nous avons besoin de l'anglais, et l'anglais aujourd'hui n'est plus une langue étrangère pour le Togo, puisque ça devient une langue dans une communauté à laquelle nous appartenons. Prendre les tout petits pour commencer l'anglais, il me semble que ça permet véritablement d'être sûr que dans quelques années, nous avons des citoyens qui sont polyglottes, parler français, anglais et rajouter éventuellement d'autres langues. Plus leurs compétences, ils seront compétitifs. Donc cette année, l'anglais commence à titre expérimental. On va le commencer pour tester. Et ensuite, à partir du résultat, l'évaluation qui va être faite, on va progressivement généraliser cela. Donc c'est bien de commencer cette année, de sorte ensuite que les années à venir, nous ne perdons pas de temps pour pouvoir élargir le résultat de l'expérience. Donc personnellement, je pense qu'il sera fructueux. Vous avez abordé la question du lycée du 2 février et beaucoup de commentaires sur ce point, demandant pourquoi le gouvernement a attendu pour fermer ce lycée à la veille de la rentrée scolaire. Je voudrais vous rassurer, la question du lycée du 2 février est sur l'agenda depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi. Le lycée, le bâtiment commençait à menacer sur ruine. L'État a commandité une première expertise de ce lycée qui avait conclu à ce qu'il fallait raser complètement l'ouvrage. Puis une deuxième expertise qui a été commandée a plutôt recommandé une réhabilitation de l'ouvrage. Face à 2 propositions techniques différentes, l'État n'avait pas de choix
qu'a demandé une troisième expertise. Cette troisième expertise, les résultats sont arrivés quasiment à la veille de la rentrée. Or, cette expertise recommandait, évoquait le fait que la structure porteuse du bâtiment n'était plus suffisamment sécurisée. À partir de ce moment, la décision pour la sécurité de nos enfants, pour la sécurité du personnel qui y travaille, nécessitait que nous puissions fermer l'école et prendre les dispositions nécessaires pour qu'éventuellement le bâtiment soit rasé, pour la construction d'un nouvel ouvrage. Donc, le temps de 3 expertises techniques sérieuses qui portent sur une infrastructure de cette nature a fait en sorte que les décisions sont intervenues à la veille de la rentrée. Mais vous avez vu que le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques a pris les dispositions qui permettent rapidement aux élèves, à nos enfants qui étaient scolarisés dans ce lycée, de pouvoir se déployer dans des distances courtes, les lycées voisins immédiatement, autour du lycée du 2 février. Il me semble qu'avec cette première semaine qui commence, je pense que le déploiement a été effectif et les parents n'ont pas eu à se plaindre véritablement de cette décision qui, nous le regrettons tous, est intervenue certes à la veille, mais c'était pour les bonnes raisons et pas parce que l'État a traîné à cela, mais parce qu'il était nécessaire de mener les processus techniques nécessaires pour prendre la décision qu'il fallait. Monsieur le ministre de l'économie et des finances a eu à faire une communication sur la situation économique du Togo au premier semestre de l'année en cours. Dites-nous, est-ce qu'au premier semestre de cette année, l'économie du Togo se porte-t-elle bien? Alors, je vous le dis avec beaucoup d'optimisme. Dans le contexte international existant aujourd'hui, nous avons évoqué les crises qui existent. Nous avons parlé du relèvement du taux directeur des banques centrales partout dans le monde. Prenez aux États-Unis, la Banque européenne, la BCAO chez nous. Et quand on reprend les perturbations du commerce international et les impacts que cela a eu sur notre économie, le Togo se porte plutôt bien. L'économie togolaise se porte bien. Mais bien veut dire aussi qu'il faut faire des efforts et qu'il y a des défis à relever. Aujourd'hui, en termes d'efforts que nous avons réussi à faire, c'est faire en sorte que sur le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023, nous avions fait quand même baisser l'inflation au Togo de 1,5 points. Il était de 7,8 il y a un an. Aujourd'hui, nous sommes à 6,3. Et les efforts doivent se poursuivre pour les descendre. Parce que ce qu'on appelle l'inflation, pour le dire plus simplement, c'est l'augmentation des prix des produits sur une durée assez longue. Ça veut dire quoi l'inflation? Ça veut dire que quand les produits augmentent, pour la même quantité d'argent, vous ne pouvez plus acheter la même quantité de choses ou de biens ou services. Ça veut dire donc que si l'inflation baisse, naturellement, votre pouvoir d'achat augmente puisque vous pouvez toujours augmenter un peu plus la quantité de choses que vous pouvez acheter avec le même montant que vous possédez. Donc, le fait de gagner 1,5 point en une année de baisse de l'inflation dans notre pays montre que le pouvoir d'achat des Togolais, en dépit de l'augmentation des prix, a quand même évolué. C'est vrai que vous attendez probablement, quand on dit augmentation du pouvoir d'achat, une augmentation généralisée des salaires. Il me semble que si on le fait dans cette période, vous aurez une augmentation triple des prix. Ce n'est pas une excellente chose. Ce que l'État fait, c'est d'agir sur les leviers de la vie chère, de sorte qu'en économie, vous puissiez stabiliser les prix et qu'avec le même argent que vous puissiez avoir, vous pouvez acheter un peu plus de choses. C'est ce qu'on appelle l'augmentation du pouvoir d'achat. Oui, monsieur le ministre, vous avez parlé de l'économie togolaise qui se porte bien, mais le citoyen lambda voudrait que cela se ressente dans le panier de la ménagère. Et l'autre aspect, c'est que nous constatons que chaque mois, presque, le Togo fait les emprunts obligataires. Comment expliquez-vous entre ces emprunts obligataires et le fait que l'économie togolaise se porte bien? Alors, sur le panier de la ménagère, j'ai un peu répondu en évoquant la question de l'inflation. Vous savez, l'inflation, quand on l'évoque vraiment, vous ne voyez peut-être pas. Mais en général, ce que l'on voit, on ne voit pas les économies qu'on fait. Supposez que le Togo n'avait pas fait tous les efforts qu'il fallait pour lutter contre la vie chère. Vous n'auriez pas une augmentation des prix à ce niveau. Vous les auriez beaucoup plus que ça. Rappelez-vous simplement, il n'y a pas encore très longtemps, pendant qu'on subventionnait le carburant, beaucoup pensaient qu'on ne faisait rien. Puis quand ça s'est arrêté, tout le monde a constaté que l'effort du gouvernement à l'époque pour subventionner le carburant était
important et qu'il agissait sur le pouvoir d'achat. C'est exactement la même chose. Tous les leviers sur la vie chère qui sont menés permettent au panier de la ménagère d'être stable et de pouvoir augmenter la capacité d'acheter des biens et services. Ce n'est pas sincèrement l'augmentation du salaire qui règle ce genre de problème. Les mécanismes mis en place sont plus efficaces. Vous avez évoqué la nécessité de recours à des financements obligataires, c'est-à-dire de l'emprunt sur le marché monétaire et le marché financier. Tous les États au monde recourent à ces mécanismes pour le financement de l'économie nationale. Tous les États. Et je vous explique pourquoi. Parce que vous avez, par exemple, si vous prenez la mobilisation des ressources par l'OTR, l'OTR commence au 1er janvier pour le 31 décembre. Si on devait attendre que l'OTR fasse rentrer la totalité de l'argent pour couvrir les besoins, il y aurait un décalage entre le moment où on a l'argent et le moment où vous faites la dépense de l'argent. Donc l'État a besoin, comme tous les autres États au monde, de pouvoir aller sur le marché international, emprunter, faire face aux dépenses, puis avec les recettes qui rentrent, naturellement, ils couvrent les dépenses. Donc vous pouvez vérifier partout, vous verrez que tous les États utilisent ces deux mécanismes, un financement endogène et un financement qui vient de l'emprunt, et notamment de l'emprunt obligataire. Donc ce n'est pas exact de dire que c'est parce que le Togo augmente son endettement qu'il va sur les marchés internationaux